Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un petit peu les avancées. Tu vois que le bardage devrait bientôt arriver. En attendant, toute l'isolation est finie. Je vais continuer le lattage. Là, tu vois, ça c'est juste les lattes que j'ai mis sur les extérieurs à chaque fois pour le tenir. L'isolation en fibre de bois, tu vois, c'est ce qu'il y a là derrière. Et donc ça, je l'ai mis en attendant pour le tenir, mais il va falloir que j'en remette de façon un peu plus régulière. Et puis tu vois que là, eh ben, on peut faire le tour, mais tout est prêt à recevoir le bardage. Bon, bien sûr, hein, comme je te le dis, encore pas mal de travail de lattage à faire. Et voilà, là en haut, j'ai fait un petit peu le cochon. J'ai mis de la mousse polyuréthane. C'est pas génial, mais en tout cas, ça comble bien les petits interstices. Et bien sûr, encore toutes les petites tôles là de finition qu'il va falloir mettre sur tout le tour, puisque la mousse polyuréthane, eh ben, elle vieillit très mal au soleil. Hein, donc ça, il faut vraiment le fermer. Alors cette vidéo, c'est aussi le moment de te parler un petit peu, parce qu'on me l'a demandé, de ce que j'ai fait un petit peu avant et ce que je fais maintenant. Donc, ce que j'ai fait avant, moi, j'ai été pendant 17 ans, j'ai été coiffeur. Alors, ça se voit peut-être pas comme ça, j'ai été coiffeur 17 ans. Et après, 7 ans éduc. Et puis, j'ai eu envie de retourner à quelque chose de plus manuel. La menuiserie, c'est quelque chose que je faisais déjà en loisir. Et donc, j'ai décidé de me professionnaliser là-dedans. Si bien que je suis passé par l'AFPA, qui m'a formé. C'était une formation hein, à l'époque d'1 an. Et puis ensuite, sorti de la formation, j'aurais bien aimé travailler un petit peu, tu vois, en tant que menuisier, pouvoir parfaire un peu mon expérience, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai ouvert très vite. Et ça, c'était il y a 1 an, je crois environ 12 ans. Et du coup, les débuts, ça a été très très compliqué. Hein. Donc, quand je suis sorti de formation, c'était en 2008. Et je sais pas si tu te rappelles, en 2008, il y avait cette crise je crois que c'était la crise des subprimes, quelque chose comme ça. Si bien que chez nous, ça plongeait, le bâtiment plongeait, et donc du coup, il n'y avait pas de boulot. Je trouvais pas de boulot. Et alors, quelqu'un en plus qui sort de formation et sans expérience, c'était pas évident. J'ai enchaîné 2-3 petites missions d'intérim, et puis ça s'est arrêté là. J'ai bossé ensuite pour un gars qui revendait des placards qu'il achetait, je sais pas où, mais tu vois, c'était genre un petit peu Ikea, quoi. Donc le gars il commandait ses placards, il y avait un énorme travail d'ajustage chez le client puisque en fait tu refabriquais quasiment le placard et ça n'a pas duré bien longtemps. Je me suis dit allez ce coup-ci c'est parti, je me mets à mon compte et là bon voilà j'ai ouvert, ça s'est plutôt bien placé. J'avais déjà quelques gens qui m'avaient demandé et puis ça s'est enchaîné comme ça pendant quelques années. Au départ au départ j'ai bossé aussi un petit peu à l'usine. Je bossais à l'usine le week-end et puis la semaine, je m'occupais de ma menuiserie. Sur mes débuts, j'avais pas trop le choix. Hein. J'étais obligé de prendre un petit peu tout ce qui arrivait comme boulot, mais j'ai été toujours plus orienté sur le bois massif et c'est déjà ce que je faisais avant en tant que qu'amateur, quoi, hein, en tant que passionné. C'était vraiment le travail du bois massif qui m'intéressait. Mais tout le travail du bois massif, hein, aussi bien, tu vois, par exemple des portes où c'est un petit peu plus quelque chose de technique, ou la fabrication des meubles. Voilà, c'est toujours le travail du bois massif. Et au bout d'un moment, si tu veux, j'ai eu assez de travail et puis j'ai pu orienter un petit peu ma clientèle et choisir ma clientèle pour ne faire vraiment ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je dirais 90% des travaux, c'est des choses qui me plaisent, qui me font plaisir. J'essaie d'éviter tout ce qui est mélaminé, panneaux dérivés, tout ça, ça me plaît pas. C'est pas quelque chose que j'aime travailler. Donc si j'arrive à l'éliminer, en général, je l'élimine. Ce que j'ai acheté dans mon atelier, je l'ai acheté au fur et à mesure. J'ai commencé à l'époque avec une petite Kitty qui fonctionnait bien, mais tu vois, la rentabilité, elle est pas ce qu'elle est. C'est un petit peu l'erreur que j'ai fait au départ et que si tu peux et si tu as envie de t'installer, ne fais pas. Prends tout de suite des machines un petit peu correctes et parce que sinon tu perds un tel temps que en fait tu t'es pas rentable, t'es pas précis. Tu dois remesurer, tu dois revérifier. C'est pas évident de travailler. Tu perds énormément de temps, tu perds en précision. Les finitions sont bien plus longues. Hein. Tu imagines que quelque chose
Je sais qu'une de mes premières raboteuses que j'avais, eh ben, j'avais quelques dixièmes quand même, hein, je veux pas dire 1 millimètre, mais pas loin d'un demi-millimètre de différence entre les pièces que je rabotais et du coup, forcément, tu perds un temps dingue après à l'assemblage. Tout ce que tu assembles, il faut l'assembler de façon le plus précis possible et le temps que tu vas passer à peaufiner tes techniques et tes assemblages, eh ben, tu le gagneras largement après à la finition. Après cette petite Kitty, j'avais pris une SCM, une Minimax, une Lab 300, quelque chose comme ça. C'était pas une mauvaise machine, mais ça reste une machine d'amateur aussi. Et eh ben Swan Wild, là, il peut vous le dire, hein, c'est pas évident de bosser avec. Tu arrives à bosser avec, mais franchement, c'est vraiment compliqué. Tu passes beaucoup de temps encore une fois, à revérifier. Déjà, à l'époque, j'avais regardé chez Felder, ça me plaisait bien, mais la marche, le gap de prix était trop important. Et du coup, j'ai pas osé faire ce pas. Je savais pas trop où j'allais. J'ai pas osé faire ce pas. Aujourd'hui, je regrette. Hein, j'aurais dû tout de suite prendre une machine qui fonctionne bien. Et tu gagnes forcément du temps, c'est certain. Alors aujourd'hui, tu vois, j'étais sur ces machines, hein, donc j'avais une KF 700 et une AD 731 en raboteuse. Voilà. Tout ça vient m'emmener à te parler des machines que je vais recommander. Pour la scie à format, je vais rester sur la même chose. C'est une machine qui me plaît bien, qui a toujours bien fonctionné. Tu vois, même malgré l'incendie, eh ben, c'est pas un souci. Tu vois, le chariot fonctionne toujours bien. Bien sûr, la table a un petit peu bougé, mais elle reste utilisable. Je vais reprendre la même chose avec les défauts qui me posaient un peu de souci. Donc le démarrage en bout de chariot, ça c'est certain. Je vais prendre la montée-baisse automatique parce que le volant de montée de la toupie, eh ben, il est là-bas derrière, tu vois. Et donc quand tu dois monter ta toupie, ça reste vraiment difficile. Je te reparlerai un petit peu quand je la recevrai. Elle devrait arriver normalement fin octobre, début novembre. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la Toupie. Je suis resté sur une Toupie. J'ai été voir quand même un petit peu la concurrence, hein, donc Casadei et SCM, qui pour moi, à mon avis, sont un petit peu les mêmes machines, mais qui m'inspirent moins confiance. Si tu veux, la règle, je trouve qu'elle fait un petit peu jouer, hein, le guide de tronçonnage là. Le bras, je sais pas si tu vois sur celle-là, mais c'est quand même très costaud. Sur l'autre, ça reste beaucoup plus jouet. Et le chariot m'inspire moins confiance. Donc, je reste sur une Felder. La seule qui aurait peut-être pu me faire changer d'avis, ça aurait été sûrement une Altendorf ou une Martin. Mais alors là, les budgets s'envolent. On n'est plus du tout dans le même délire. Moi, je voulais en plus conserver l'option Toupie. J'aime bien avoir le chariot de tronçonnage là pour la toupie, des fois pour tenonner ou des choses comme ça. Et j'ai pas vraiment la place, tu vois, pour mettre en plus une toupie. Donc je vais rester sur une toupie. Et du coup, dans les toupies, moi, ce qui me semblait le mieux, c'était quand même cette KF 700. Pour la rabot d'Ego. Alors là, j'ai changé un petit peu. Donc là, j'étais sur une AD 731. C'est une machine qui est pas mal, mais il y a une seule colonne. Du coup, si tu ne bloques pas à chaque fois la table de la raboteuse, eh ben, je sais pas si tu vas l'entendre, mais il y a. Alors là, forcément, je veux te le montrer, il n'y a pas. Mais sinon, tu as un petit jeu qui fait que voilà, c'est une machine qui était bien, mais je veux passer à quelque chose de plus large, et du coup, je vais passer sur une 951. Toujours en Felder. J'ai pas pris la Dual 51, donc ça c'est la gamme au-dessus, format 4, parce que c'est la même machine, mais il n'y a pas la possibilité de mettre les rallonges. Alors, les rallonges. Une autre option que j'ai pris aussi, c'est montée-baisse automatique, parce que tu vois, 80 tours de manivelle là, pour repasser en raboteuse, ça fait quand même long, quoi. Les rallonges, je trouve ça super parce que quand il y a des pièces très longues, je dois te dire que d'avoir 1 mètre de plus là, eh ben franchement, c'est loin d'être désagréable. Hein. Quand tu fais des montants de porte, quand tu fais par exemple les dormants de porte ou des tables par exemple,
Tu vois, quand tu dois dégauchir des morceaux là qui font 2 mètres, 2 mètres 50, et ben là, le fait d'avoir presque quasiment 2 mètres 70 de longueur, là, c'est quand même super agréable. Et donc ça, c'est une option que je voulais absolument conserver. Et donc ça sera une 951. Je t'en parlerai un peu plus aussi quand elle sera là. Sur la raboteuse, pareil, j'avais fait d'autres devis, notamment chez SCM. Ils ont une 510 qui est bien aussi. Franchement, ça m'a l'air d'être une bonne machine. Je la connais pas, mais voilà, ça me plaisait bien. Elle a l'air costaud, mais il n'y a pas la possibilité de rajouter ce système de rallonge. Et donc, comme je te l'ai dit il y a 2 minutes, là, ce système de rallonge, là, il est vraiment trop bien et je voudrais vraiment pas m'en séparer. C'est vrai que tu peux toujours mettre des servantes ou des petites servantes à rouleau. Ou, voilà, il y a plein de façons de faire. Mais ça, c'est quand tu y as goûté, c'est vraiment top, quoi. La machine suivante, c'est celle qui m'a fait le plus rager, tu vois. Alors ça, ce genre d'aspirateur, c'est vraiment la misère. Le sac, quand tu dois raccrocher le sac. Alors j'ai essayé plein de choses, des scotch, mais le scotch ne tient plus. Au bout d'un moment, tu as de la poussière, ça tient plus, c'est plus possible. Il y a les aimants, mais tu finis par les paumer. Enfin voilà, donc je voulais un système plus simple. Là, je vais prendre un système double sac là de chez Felder aussi, avec un espèce d'arceau. C'est pareil, je t'en parlerai un petit peu plus, qui te permet d'accrocher tes sacs très facilement. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ce partage d'expérience t'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur mon métier, sur mon parcours. Et si je peux t'éviter des bourdes à pas faire, eh ben c'est pas mal. En tout cas, comme je t'ai dit, les machines d'entrée de gamme, si tu veux bosser avec, c'est pas la peine. Enfin, du moins, en utilisation amateur, ça peut marcher. En utilisation pro, il faut que tu aies des machines qui tournent, qui soient fiables et qui puissent te permettre d'avancer assez rapidement. Voilà. Bonne journée à tous et profitez bien de ce beau temps. Au revoir.